comment on peut améliorer la qualité de notre sommeil? La nuit, c'est en gros l'environnement, ça sert à dormir. Quand vous allez au lit, c'est uniquement pour ça. Ça permet d'éviter l'anxiété anticipatoire des gens qui n'arrivent pas à s'endormir. C'est un marqueur incroyable de stress organique ou psychologique. Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Aujourd'hui, épisode numéro 24, toujours dans les très beaux locaux de la Capsule. Merci à la Capsule qui nous accueille. On est aujourd'hui avec le professeur Pierre-Philippe. Bonjour et bienvenue dans le podcast. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots qui vous êtes ? Alors, je suis neurophysiologiste et je suis chef du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Ça claque, comme ça, le décor est planté. Avant de vous poser pas mal de petites questions, est-ce que toi aussi, Meryl, tu peux te représenter pour ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui ? Donc moi, c'est Meryl, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ça fait 5 ans maintenant que je me forme à la santé naturelle. Et j'ai remarqué qu'à travers le coaching, j'avais pas assez d'impact pour améliorer la santé des personnes. Du coup, avec Flavio, on a décidé de créer une marque de compléments alimentaires naturel, c'est fait en France pour justement aider et impacter la santé de beaucoup plus de personnes. Voilà, et puis du coup, on fait ça ensemble. Et puis moi, à côté, je fais toujours du coaching personnalisé. De toute façon, on vous mettra tous les liens en description. On mettra également en description votre bouquin « Réapprenez à dormir » parce que c'est comme ça qu'on vous a connus. On a lu ce livre que vous avez fait, qu'on a beaucoup apprécié. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors, la santé du sommeil, c'est un problème de société très important. On connaît 10 000 pas par jour, on connaît 5 fruits et légumes, votre adage favori. Mais par contre, 7 x 7, 49, par exemple, 7 heures de sommeil par nuit, 7 jours par semaine, ce n'est pas encore des concepts qui sont rentrés dans le langage populaire. Et donc, en ce moment, vous avez noté que le mot prévention est très, très mis en avant par le gouvernement. Et donc, notre idée, c'est de pouvoir communiquer des principes de santé qui peuvent reposer sur la santé du sommeil, à savoir l'hygiène du sommeil, les horaires de lever et de coucher, tout ce dont on va parler pendant cette remarquable émission. Ouais, accrochez-vous parce que ça va être très, très, très intéressant. Est-ce que tu veux commencer avec la première question ? Ouais, alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on parle de sommeil, mais combien d'heures il faut dormir par nuit pour avoir un bon sommeil ? Alors, le sommeil a une fonction fondamentale et vitale, et donc, pour être certain que tout le monde est bien servi, il est inscrit dans nos gènes. C'est-à-dire qu'en fait, vos parents vous transmettent un capital génétique et ce capital génétique va déterminer, entre autres, la durée et la temporalité de votre sommeil. Okay. Donc, pour faire assez simple, quand vous naissez, vous avez besoin d'énormément de sommeil parce que ça va servir à câbler vos neurones. Donc, ça peut aller jusqu'à 15 heures de sommeil. Et les horloges ne sont pas complètement en place. Donc, quand on a un petit nouveau-né, par exemple, de 3 à 6 mois, on va dormir un petit peu comme si on mangeait tout le temps. On dort 3-4 fois par cycle de 24 heures. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on renforce un peu l'horloge. Et là, on va commencer à dormir en sommeil monophasique. Il faut attendre 1 an et demi, 2 ans, c'est-à-dire un seul épisode par jour. 10 heures souvent pour les petits-enfants, puis après il va y avoir une décroissance progressive jusqu'à l'adolescence, et après l'adolescence on peut remonter, c'est-à-dire paradoxalement, les jeunes qui sont tous sur les écrans et qui consomment beaucoup d'échanges sociaux en soirée, voire la nuit, ils ont un besoin de sommeil plus important, d'accord, que peuvent avoir les adultes. Et donc après quand on passe à l'âge adulte, pour répondre à votre question, de 25 à en gros 65 ans, 7 heures de sommeil, c'est les normes recommandées par l'Association américaine de médecine du sommeil. Okay. Néanmoins, comme c'est inscrit dans le patrimoine génétique, vous allez avoir des gens, un petit peu comme pour l'alimentation, qui vont avoir besoin d'un petit peu plus, par exemple 8 heures, et d'autres encore plus, 9 heures. Donc, on dit que la norme adulte, c'est 7 à 9 heures de sommeil. Okay. Et après, on va en reparler, mais il y a aussi une notion de temporalité. Il y a des gens qui sont plutôt du soir, des gens plutôt du matin, des gens intermédiaires. C'est ça, voilà. Les fameux chronotypes. Voilà, mais on en parlera après. Mais donc, la règle pour, on va dire, nos auditeurs, c'est entre 7 et 9 heures, on est bon. En dessous de 7 heures, ça commence à piquer. C'est ça. Est-ce qu'il y a une notion aussi de qualité à avoir par rapport à la quantité, ou le plus important, c'est de dormir 7 heures, peu importe si on optimise la qualité. Je sais qu'il y en a qui disent « Moi, je dors 6 heures, mais j'ai tout optimisé ». C'est faux, tout ça ? Alors, déjà, peut-être il faut parler un peu de la notion de durée de veille et de durée de sommeil. Pourquoi ? Parce que les gens pensent qu'en fait, le plus important, c'est la durée de sommeil. Or, en fait, ce qu'on a montré, nous les physiologistes, les chercheurs, c'est qu'en fait, non. Ce qui est important, c'est la durée d'éveil. C'est-à-dire, en quelque sorte, si vous vous réveillez à une heure bien déterminée tous les jours,
en avançant dans la journée, vous produisez des substances dans votre cerveau, en particulier l'adénosine, qui vont se fixer sur des récepteurs et qui vont créer ce qu'on appelle la pression homéostasique de sommeil. Et plus vous avancez dans la journée, plus cette pression va être importante. À partir d'un certain quota de pression, à peu près 17-18 heures de veille, là, vous avez le message on dort. Et quand vous vous endormez, vous allez massivement plonger en sommeil lent profond. Et c'est ce sommeil lent profond qui va décharger la pression. D'accord ? Donc en fait, il y a un mécanisme très intelligent qui consiste la journée à accumuler de la pression qui va conditionner la bascule en sommeil. Et au sein du sommeil, il y a un quota de sommeil lent profond qui va décharger cette pression pour que le matin, quand vous vous réveillez, vous soyez complètement éveillé. D'accord ? Ouais. Donc en fait, cette durée, c'est aussi un mécanisme de régulation. C'est pour ça, on va en parler après, que c'est très très important d'avoir une régularité du sommeil. Parce que si vous bougez l'horaire de lever, vous allez décaler aussi la durée potentielle d'éveil. Et donc, ça va avoir une conséquence, par exemple, sur votre capacité à vous endormir ou pas au moment où vous allez vous coucher. Tout à fait. Justement, j'ai demandé, du coup, parce qu'il y en a qui disent, oui, l'heure de coucher, c'est plus important que l'heure de réveil. Mais du coup, vous confirmez que de se lever toujours à la même heure est plus important que se coucher toujours à la même heure. Alors, c'est une très bonne question. En fait, le principe, c'est que, idéalement, il faut avoir une rythmicité qui fait que, globalement, votre corps vous permet d'avoir sommeil tout le temps à peu près à la même heure, et votre corps se réveille sans réveil à peu près tout le temps à la même heure. D'accord ? Vous le vérifiez en vacances, quand vous avez plus de stress, plus de pression, quand Flavio est parti rejoindre ses copains. Vous pouvez passer un week-end toute seule. Le matin, vous vous réveillez naturellement, et vous verrez que si vous le reproduisez pendant quelques jours, voire une semaine, tout d'un coup, vous n'avez plus besoin de réveil parce que, sans contrainte sociale, votre corps s'équilibre. D'accord ? Donc, si on maintient ce principe de réveil, l'heure de coucher, elle est presque accessoire, on va dire. Parce qu'au moment où vous avez sommeil, vous vous couchez et vous dormez tout d'un trait. Le problème des sociétés modernes, c'est qu'en variant de façon très importante l'horaire de lever, ce qu'on appelle le jet lag social, on y reviendra après, je pense, votre pression de sommeil au moment où vous allez vous coucher va être différente. Par exemple, si le dimanche, vous vous levez à 13h au lieu de vous lever à 8h en semaine, votre durée d'éveil va être beaucoup plus courte dans la journée de dimanche. Et donc, quand vous allez vous mettre au lit à 23h pour dormir, vous n'aurez pas la pression nécessaire pour dormir. D'accord ? Si vous réduisez, par contre, votre sommeil, il y a un phénomène très intéressant qui est que la dette de sommeil est cumulative. Ça veut dire que si vous faites 6 heures de sommeil répétées pendant 5 jours, vous aurez une pression de sommeil à peu près égale à une nuit et demie blanche. Une très, très grosse pression de sommeil. Il faut dormir. Donc, en fait, si vous voulez, le principe de la régularité aussi, c'est très, très important pour pouvoir avoir un quota de pression à peu près régulier. Sinon, c'est les montagnes russes et c'est ça qui déstructure le sommeil. Et c'est important pour vous aussi d'adapter le sommeil en fonction des périodes. Par exemple, l'été, naturellement, le corps va peut-être moins dormir que l'hiver. Donc, du coup, est-ce que là aussi, il faut un peu changer les horaires ou... C'est vrai que l'hiver, on a envie d'hiberner. Hein. Alors, ça, c'est des questions très complexes. Mais ça va avec un peu l'heure de coucher, savoir s'il faut vraiment changer en fonction de la période ou... Il y a une étude emblématique qui nous a tous fait rêver dans le monde du sommeil, qui a été faite par un chercheur de San Diego, un chercheur américain, qui a enregistré 3 tribus, 2 tribus en Afrique et une tribu en Afrique du Sud, qui vivent à l'ère pré-industrielle. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de lumière artificielle, qui n'ont pas de chauffage. Et donc, il a enregistré leur sommeil avec des montres actimétriques et il a mesuré leur température corporelle et l'exposition à la lumière. Et ce qu'il a montré, c'est qu'en dehors de tout stimuli externe, en fait, les gens se décalaient par rapport à l'exposition lumineuse. C'est-à-dire que les gens, en dehors de toute stimulation, pouvaient la lumière tomber, c'est-à-dire après le tomber du jour, rester éveillés pendant 2 ou 3 heures. Leur durée de sommeil, d'ailleurs, était étonnamment courte, c'était à peu près 6h30. Et ce qui conditionnait le plus la durée de sommeil entre les périodes, c'était la température corporelle. C'est-à-dire qu'en fait, si votre température se refroidit, vous allez avoir tendance à augmenter un petit peu la durée.
si votre température s'élève, vous allez raccourcir la durée. Donc, le déterminant, contrairement à ce qu'on pensait, ça semble ne pas être la lumière. Ok, mais la D'accord. température. Mais plutôt des éléments de température. Ce qui est assez perturbant parce que nous, on est dans des environnements extrêmement contrôlés. Oui. C'est ça. Donc, la température, c'est très important. L'autre chose très intéressante de l'étude, donc, des 3 populations, c'est que donc c'est des gens qui parlent, ils étaient dans des tribus, dans les arbres, en fait, ils parlent des dialectes, des trucs pas possibles. Et donc, le mot insomnie n'existait pas. Ouais. C'est-à-dire que les gens ignoraient le concept de l'insomnie. C'est extraordinaire, quand même. Nous, on a 20% d'insomniaques, quand même, dans nos sociétés. Et eux, on ne sait pas. Donc, il y a vraiment un facteur, quand même, d'adaptation par rapport aux besoins et d'ajustement par rapport à l'environnement qui conditionne énormément la qualité de votre sommeil. Ouais, bah, ça me paraît logique. Hein. Ouais, c'est très logique. Une petite question pour vous. Avant ça, on pense à s'abonner et à laisser 5 étoiles. Je vous rappelle que tout ce contenu-là, c'est 100% gratuit, donc c'est la meilleure façon de nous soutenir. Bon, évidemment, vous êtes un expert en sommeil, mais nous, on se posait une question. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser au sommeil ? On sent que vous êtes passionné, mais est-ce qu'un jour, je sais pas, vous avez vu une étude qui vous a bouleversé, vous avez vous-même eu un problème ? Qu'est-ce qui a fait que vous dédiez votre vie au sommeil, finalement ? Alors, initialement, j'étais plutôt intéressé par la chirurgie. J'ai fait la chirurgie et j'ai découvert qu'il fallait se lever très tôt pour aller dans les blocs opératoires. Et j'étais plutôt du chronotype du soir parce que quand j'ai préparé l'internat de médecine, qui est un examen assez compliqué quand même, On va pas se mentir. j'allais tous les soirs en boîte de nuit. Ok. Pour me détendre, j'allais prendre un verre en boîte de nuit, après j'allais me coucher et le lendemain je travaillais. Ce qui a fait d'ailleurs que beaucoup de mes collègues pensaient que j'aurais jamais l'internat. Mais donc j'étais très typé du soir. Et après, j'ai commencé à faire psychiatrie parce que je trouvais qu'intellectuellement c'était intéressant. Et un jour, exactement ce que vous dites, je suis tombé sur une affiche, diplôme universitaire de médecine du sommeil. Et donc voilà, j'ai rencontré des gens extraordinaires, très originaux, avec des points de vue très différents, très très experts, des physiologistes, des psychiatres, des neurologues, des pneumologues. Et donc la médecine du sommeil, en fait, c'est une médecine transversale. C'est un peu comme la pédiatrie ou la réanimation, c'est une médecine qui adresse tous les organes. Donc c'est impossible de s'ennuyer en faisant de la médecine du sommeil. Toujours un truc à savoir. Donc ça explique pourquoi je continue à faire la médecine du sommeil. Et puis c'est aussi quand même un élément important de déterminant pour la qualité de vie, la santé globale. Donc c'est aussi un élément, quand on est médecin, c'est un élément assez important. Ouais, c'est vrai. Vous avez parlé du chronotype. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je suis du soir, je suis du matin. Est-ce qu'il y a des façons concrètes de savoir ça, de mesurer son chronotype ? Alors, vous en avez parlé, mais dans mon livre Réapprenez à dormir, j'ai mis justement une échelle de Horn et Horsberg, Je me rappelle. qui est une échelle historique qui permet justement de se scorer pour savoir si vous êtes plutôt du soir, plutôt du matin ou intermédiaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 25% de la population qui est du soir, 25% qui est du matin et 50% entre les deux. Voilà. Et il y a une espèce de fenêtre glissante qui fait que quand on est petit, on est plutôt du soir. Et plus on avance vers l'âge adulte, voire très adulte, comme moi, Je savais que vous alliez dire ça. on devient de plus en plus du matin. Mais bon, je me couche encore vers 3h30. Donc, je ne suis pas complètement du matin, mais je me réveille par contre plus tôt qu'avant. Et c'est impossible de changer ce chronotype. Alors, on a démontré que c'est déterminé génétiquement. Donc, c'est vraiment inscrit dans notre patrimoine. Alors après, vous pouvez le contrecarrer. Vous pouvez, en vous exposant à la lumière, en ayant des rythmes sociaux partagés. Par exemple, on a fait des expériences où on a montré que quand on prenait des gens et qu'on les mettait dans des bunkers et qu'on les laissait vivre sans exposition lumineuse, le groupe, au total, prenait soit le rythme du leader, celui qui imposait la volonté, soit la période moyenne qui allait au mieux entre les différentes personnes. Okay. Il y a une autre expérience célèbre pour les femmes que vous connaissez sûrement, mais si vous mettez un groupe de jeunes femmes ensemble et que vous les mettez comme ça dans un isolement confiné, elles ajustent leurs règles. Au bout d'un certain moment, elles ont toutes les règles. Ouais, on avait vu cette étude, c'est incroyable. Donc, ça veut dire que la temporalité, elle est aussi liée à des phénomènes d'entraînement. C'est-à-dire que notre corps humain, il n'est pas exactement calé sur 24 heures. Il est calé sur 24 heures et un petit peu plus. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, quand on met les gens en isolement, ils ont plutôt tendance à dormir 24,5 heures. Donc, ils se décalent dans le temps parce que la nuit est plus longue que 24 heures. D'accord ?
Donc, en fait, il y a un mécanisme de compensation qui est le petit remontoir de la montre, où en fait, c'est la lumière et les déterminants sociaux sont des éléments majeurs qui vous permettent de remonter en permanence la montre. Ok. D'accord ? Si vous n'êtes pas exposé à ça, vous pouvez plutôt dériver en vous couchant de plus en plus tard, en vous levant de plus en plus tard. C'est le syndrome de retard de phase, ou ce que vivent les adolescents. Je veux dire, avec les réseaux sociaux maintenant. Voilà. Ils vont avoir tendance à repousser beaucoup plus. Donc, il y a en permanence besoin de maintenir la pression de sommeil, mais aussi le calage de l'horloge pour être bien typé, avec une marge d'ajustement, bien entendu, en fonction de votre chronotype. C'est-à-dire que si vous êtes du soir, vous irez plutôt faire la gym à 18h. Si vous êtes du matin, le footing, il démarrera à 7h sans problème. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne combinaison entre votre propension naturelle et puis le mode de vie que vous choisissez. Ouais. Je crois que cette fenêtre de 24h30, vous en parlez dans le livre Anti-fatigue, il me semble. Oui, Ouais. dans la partie anti-fatigue, il y a un volet qui est très, très, très physiologique et qui vise à expliquer, par exemple, c'est une des raisons, mais je l'ai repris dans Réapprendre à dormir, c'est une des raisons pour lesquelles on vit beaucoup plus facilement le voyage Paris-New York Ah oui. que le voyage New York-Paris. Parce que quand on fait Paris-New York, on se met en retard de phase. Et donc, quand vous avez 24,5 heures, c'est beaucoup plus facile d'aller vers le retard. Alors que quand vous rentrez, vous mettez en avance de phase. Donc là, c'est double peine parce qu'en fait, il faut remonter plus que 24 heures. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça explique que, naturellement, on a plutôt une propension à aller vers l'ouest que vers l'est. Mais c'est pour ça, nous, quand on est rentré d'Asie, c'est passé très bien le décalage, mais alors quand on est arrivé là-bas, on était mort. Ouais, c'est vrai. On était d'une fatigue. Et pour vous, il n'y a que la génétique sur les chronotypes ou il y a aussi une question d'homme-femme? Parce que du coup, il y a quand même pas mal d'études aussi qui montrent que les hommes pourraient être un peu plus du soir parce que justement l'hormone, la testostérone pourrait retarder l'éveil. Après, ça reste une généralité, il y a des cas particuliers. Et les femmes, plutôt les oestrogènes qui avancent, est-ce que ça vous avez étudié ou c'est vraiment... Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Till Ronenberg qui s'est amusé à faire passer des questionnaires à des centaines de milliers de gens. Je pense qu'il en est à des millions maintenant. Au moins, le panel est bon. Ouais. Et donc, justement, il a décomposé entre hommes, femmes et les âges. Ouais, les et en âges. fait, ce qui montre, et d'ailleurs, il fait une présentation un peu provocante, je vous dirais, en congrès, ce qui montre, c'est qu'en fait, les femmes sont un peu plus du matin que les hommes à âge comparable. Ok. Et donc, dans ses présentations, il dit, souvent, on voit des femmes plus jeunes avec des hommes un peu plus âgés. En fait, au niveau du chronotype, c'est ça qui matche bien. D'accord. Ok. Donc, en fait, quand vous avez le même âge, votre compagne a plutôt tendance à vouloir se coucher tôt alors que vous êtes encore prêt à aller en boîte de nuit. Alors que si vous êtes avec quelqu'un qui a 10 ans de moins ou 15 ans de moins que vous, Là, c'est rythmé. il y a peut-être 2 ou 3 autres raisons à ce phénomène-là. Hein, mais Possible. je vous laisserai juger. Ah, Ok. c'est intéressant. Et du coup, parce qu'on a parlé un peu des heures, combien d'heures il fallait pour bien dormir, à peu près on a dit 7 heures et 9 heures. Et pour la qualité, comment on peut améliorer la qualité de notre sommeil? Alors, on va essayer de le décomposer entre des facteurs de jour et des facteurs de nuit. D'accord ? On va commencer par la nuit. La nuit, c'est en gros l'environnement. C'est ça. Et l'environnement de la chambre à coucher, c'est le bruit, c'est la température, c'est les allergènes, en gros. Donc, plutôt L'obscurité aussi. insonorisé, plutôt obscurité totale, température plutôt basse, 18, même 17, ça peut aller, de façon à ce que le corps se refroidisse bien, d'accord ? Et puis, il faut penser quand même aux allergènes, parce qu'il y a pas mal de gens qui développent, en particulier dans les milieux urbains, des allergies. Donc, les matériaux qui composent votre lit peuvent être des facteurs allergènes. Bon. Okay. Et après, il y a un autre élément qui est quand même la façon dont vous allez adresser votre couchage. C'est-à-dire, il faut aller. On dit classiquement que le lit, ça sert à 2 choses. Ça sert à dormir et. C'est compris. Voilà. Et donc, quand vous allez au lit, c'est uniquement pour ça. Et donc, ça permet d'éviter l'anxiété anticipatoire des gens qui n'arrivent pas à s'endormir. Ouais. Et puis, ça permet aussi de bien contrôler de façon à ce que votre efficacité de sommeil, c'est-à-dire le rapport entre le temps que vous passez au lit et votre temps de sommeil, est la plus haute. D'accord ? Si vous passez 10 heures au lit, vous allez avoir un taux de sommeil très faible. D'accord ? Ça favorise plutôt l'insomnie. Si vous comprimez votre temps passé au lit, c'est une des bases de la thérapie comportementale. Ça va plutôt avoir tendance à augmenter la pression de sommeil, puisque votre réservoir il est un peu plus petit, et donc vous vous endormirez beaucoup plus facilement.
C'est sûr. Puis même par rapport au cerveau, en plus. Du coup, on lui met l'habitude, il s'habitue que lit égale sommeil et rien d'autre. Absolument, c'est du conditionnement. Voilà. Donc ça, c'est la nuit. D'accord. Le jour, après, il y a énormément de facteurs. J'imagine. Mais bon, schématiquement, ce qu'on sait, hormis la durée de veille, ce qu'on sait qui est assez important maintenant, et on commence à y travailler beaucoup dessus, c'est tous les éléments d'exposome, c'est-à-dire la pollution aux particules fines, par exemple, ça joue beaucoup. Des éléments aussi d'exposition à la lumière, à quel moment vous vous exposez à la lumière. Les gens qui sont sous-exposés à la lumière, par exemple, ils peuvent avoir des facteurs de désynchronisation qui sont assez perturbants. Et puis après, bon, il y a tous les facteurs de stress, on en parlera après, mais c'est aussi des éléments d'activation qui peuvent renforcer les insomnies nocturnes. Ça, stress, c'est aussi alimentation, en fonction de ce qu'on mange le soir, la digestion peut avoir un impact aussi sur le sommeil. Alors, effectivement, l'alimentation, c'est un facteur qui peut massivement perturber le sommeil. Schématiquement, en gros, quand on s'endort, il faut se refroidir. Donc, si vous prenez des alimentations qui vont plutôt favoriser l'éveil, ce qu'on sait schématiquement, c'est que c'est surtout les viandes rouges qui favorisent l'insomnie. Et les sucres rapides, au contraire, ça aide à s'endormir. C'est ça. Donc, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a tendance à prendre des barres sucrées quand on a un coup de barre. En fait, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est ça. Après, il y a... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'alimentation, mais il y a 2-3 tips en particulier. Vous êtes super en forme, vous êtes jeune et dans le coaching. Donc... le sport. Quand on fait ça, quand on fait du sport, il y a un phénomène quand même qui apparaît, qui est qu'on augmente sa température corporelle. D'accord ? Donc, il y a un tips qu'il ne faut pas utiliser tout le temps, mais qui est très efficace, c'est la mélatonine, qui est une substance qu'on peut absorber par voie orale, à une petite dose, 2 mg par exemple. En fait, elle a 2 propriétés. Elle resynchronise l'horloge, mais elle a aussi une propriété qui est qu'elle abaisse la température corporelle. Donc, si vous devez, par exemple, pour une compétition ou pour un élément particulier, faire du sport le soir, la mélatonine, ça peut vous aider à shifter vers le bas la température et favoriser l'endormissement. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que justement de faire du sport intense ce soir, ça aide à dormir parce qu'on s'endort d'un coup. Et c'est que ça peut du coup jouer sur la qualité du sommeil. Et ça, les gens n'arrivent pas à l'évaluer, la qualité du sommeil. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perçoivent l'activité et la production intellectuelle et le stress diurne comme un facteur aggravant du sommeil. Donc derrière ça, le sport, c'est un peu une façon de libérer des endorphines. C'est ça. Et toute forme de sport. Ça permet justement de faire le shutdown et de descendre. Par contre, alors, l'avantage du sport en chambre, c'est que c'est de durée courte, donc ça élève peu la température corporelle. Mais quand vous faites du sport en extérieur, par contre, vous allez augmenter beaucoup plus dans le temps votre effort physique, vous allez augmenter votre température, et donc, par voie de conséquence, vous allez mettre beaucoup plus de temps à le redescendre. C'est ça. Donc, il y a des pratiques qu'on recommande, par exemple des bains tièdes. Pendant un quart d'heure à 20 minutes, ça peut vous aider à abaisser votre corps, mais c'est pas super agréable. Moi, j'ai essayé de le faire. C'est pas génial de se mettre dans un bain un peu froid. Oui, parce que tiède, c'est pas chaud, quoi. Donc, donc c'est tiède, c'est pour perdre de la température, quoi. Donc, soit il faut y passer 1 heure, soit il faut vraiment prendre un bain froid. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Après, il y a d'autres techniques avec des douches très, 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 très chaudes pour vasodilater, perdre la température. Mais bon, moi, ce que je recommande, surtout si on a une petite vulnérabilité à l'insomnie, c'est d'essayer d'éviter de faire du sport au moins 4 heures avant le coucher. Ok, 4 heures. Okay. Et de se mettre dans une condition où vous allez vraiment pouvoir perdre de la température. C'est-à-dire, quand vous sortez du sport, vous prenez une douche très chaude, vous vasodilatez, et après, vous ne vous couvrez pas trop, et vous vous laissez refroidir de façon à ce que quand vous arrivez au coucher, vous soyez suffisamment frais pour pouvoir vous endormir. En tout cas, là, vous nous avez lancé un peu sur une question. Vous avez parlé plusieurs fois du sport de chambre. Est-ce que c'est vrai que faire l'amour le soir, ça empêcherait de dormir, ou justement, comme vous avez dit, c'est assez court pour finalement... Alors, dans les années 80, les chercheurs étaient très créatifs, ils se sont beaucoup amusés. Donc, ils ont mis des électrodes sur des couples, comme ça, sérieux. Hein. Non, mais ils les ont enregistrés en disant, bon, alors comment ça fait ? Alors, il y a assez peu d'études, finalement. On n'a pas retravaillé là-dessus, mais sur ces données-là, l'idée, c'était plutôt que les femmes, ça avait tendance à les éveiller, et les hommes plutôt à les endormir. Bon. Assez globalement, ce qu'on constate, c'est que c'est quand même un facteur. Vous savez, c'est assez amusant quand vous regardez les stratégies pour déployer pour dormir. La stratégie numéro 1, vous savez ce que c'est ? Non. Alors là, non, je ne sais pas. Sexe.
auto ou Ouais. hétéro. Ok. Ok. C'est-à-dire, quand vous faites des questionnaires en disant vous faites quoi pour vous endormir, sexe, auto même. Ok. D'accord. Numéro 2, Je vois bien les gens s'endormir devant les écrans. C'est vrai qu'il y en a plein qui disent oh, moi je Un regarde bain film. chaud, sinon un truc. non, alors vraiment, ça vous concerne directement. Ah, le les sport. compléments alimentaires. Le sport. L'alimentation. Un gros repas. Ouais. Un bon Mais plat de quoi pâtes carbo. Mais justement, ils prennent pas de glucides parce qu'ils pensent que ça fait grossir, mais ils prennent Ah oui, ou alors ils se mettent un KO, justement. une pizza. Alcool. Ah, l'alcool. Ah, mais oui. Eh ben oui. Mais c'est oui, vrai. l'alcool. Et après, maintenant, Pourquoi ça nous concerne? Ouais. et après, maintenant, On boit pas d'alcool. Et après, maintenant, beaucoup THC, Ah, bah oui. cannabis. Donc, si vous voulez, il y a vraiment des pratiques assez reconnues. Et donc, dans l'hygiène physique, en fait, les rapports sexuels, ou même l'activation sexuelle en général, c'est protecteur de plein de choses. C'est protecteur du cancer, par exemple, de la prostate pour l'homme. Mais aussi, c'est un facteur libérateur d'endorphines. Tout à Donc, fait. schématiquement global, Ouais. Ouais. ça permet Libération d'hormones, c'est. ça permet de baisser la pression. Voilà. Et puis après, dans les comportements humains, c'est aussi générateur de liaisons, de relationnel. Et on montre de plus en plus qu'en fait, les facteurs sociaux et les facteurs d'interaction sont un des plus grands déterminants de la santé des populations. En fait, c'est beaucoup plus dangereux de vivre isolé dans un endroit idéal que d'être dans un endroit un peu compliqué comme la ville avec du bruit et des choses comme ça, mais par contre, être socialisé. Je suis Ça. trop content que vous parliez de ça. Parce que c'est un débat qu'on a eu avec des amis l'autre jour qui nous disaient mais vous êtes à Paris, Paris c'est très pollué. Et on leur explique que oui, peut-être, plein de choses pouvaient jouer aussi sur le sommeil et le stress, mais par contre, on était entouré de plein de gens. Et ça, en termes de bien-être sur le long terme, ça n'a pas de prix. Bah, ça joue sur le stress et bon, on en reviendra. Et le mais- stress qui d'ailleurs impacte le sommeil. Comment on peut mesurer la façon dont le stress impacte le sommeil? C'est dur, c'est peu tangible. Non, d'abord, il y a des éléments assez simples de questionnaire où on demande aux gens est-ce qu'en ce moment vous avez l'impression d'être stressé? Est-ce que vous avez des facteurs d'activité? Quel est votre nombre d'heures où vous vous estimez angoissé dans la journée? Par exemple, l'anxiété, ça se mesure assez ouvertement. Après, concernant le sommeil, il y a deux types de stress. Il y a l'anxiété anticipatoire au fait de ne pas dormir, qui est un peu une anxiété construite. Ce que je dis à mes malades, c'est si j'avais une baguette magique et que je vous tape sur la tête comme ça, et que je vous enlève l'anxiété, comment est-ce que vous dormiriez? Les gens qui ont une anxiété anticipatoire, ils disent mais immédiatement, je m'endormirais. Voilà. Ouais. Et il y a d'autres patients à qui vous dites, si j'avais une baguette magique pour vous faire dormir, quel impact ça aurait sur l'anxiété? Et ils vous diraient, en fait, je dormirais beaucoup mieux, mais je serais quand même extrêmement anxieux dans la journée. Donc les gens qui ont un trouble anxieux généralisé, généralement, ils s'endorment facilement, mais ils se réveillent la nuit en étant extrêmement anxieux. Ouais. Les gens qui ont un trouble anxieux anticipatoire construit par rapport à l'insomnie, c'est plutôt au moment de l'endormissement qui tournent comme ça et qu'ils ont du mal à s'endormir à cause de cette anxiété. Donc une des stratégies, justement, c'est de réduire l'anxiété au moment d'aller au coucher. Ok. Et du coup, vous pensez que le stress, c'est lié avec le fait qu'on dorme de moins en moins aujourd'hui? Dans ce sens-là. Le stress, c'est multifactoriel, puisque le stress, c'est le mécanisme d'exposition au stress. Ce qu'on appelle le stress, c'est en fait les conséquences. Mais en fait, si on prend le déterminant commun qui est de dire qu'est-ce qui nous stresse, c'est évident qu'il y a c'est multifactoriel. Bien sûr. Probablement, l'exposome joue énormément. On a très, très largement sous-estimé l'exposome, c'est-à-dire vraiment l'endroit où vous vivez, le taux de pollution de particules, l'exposition lumineuse, la température. Pour ça, les villes, c'est... Eh oui. Et ces éléments-là, si vous voulez, élèvent le seuil. C'est un petit peu comme si vous fassiez bouillir la marmite. Donc, pour la refroidir, il faut mettre beaucoup, beaucoup plus d'eau froide pour abaisser la pression. Donc, on est plutôt dans des sociétés où on a tendance à majorer le niveau de stress et comme vous le disiez, les réseaux sociaux, c'est des modèles quand même identitaires, très comparatifs, et ça a tendance plutôt à amplifier le questionnement sur soi et donc l'anxiété. C'est assez rigolo. Vous savez, le World Happiness Report vient d'être publié, le 2024, là. Et donc, au décours des interventions, supposément, le pays le plus heureux, c'était le Bhoutan.
Ouais. pendant des années, d'accord. Et une année, le roi du bouton a décidé de mettre en place la télévision au bouton, et l'année d'après, ils ont chuté énormément. Ah Parce ben, qu'en regardant la télé, ils c'est se ça. sont complètement déprimés Bah en ouais. disant mais on n'a pas de voiture, on n'a pas de femmes avec des jambes comme ça, on n'a pas de garçons comme ça. voilà. Et donc, voilà, donc vivons cachés, vivons heureux. Donc, on est dans une société quand même qui a tendance à fixer des objectifs de standard de vie assez inatteignables et pas tellement générateurs de bonheur, parce que plutôt basés sur la frustration. Ouais, ça crée beaucoup de stress et du coup, c'est lié Ça crée, je pense, plutôt de la frustration qui après va être convertie sur un modèle d'anxiété ou de difficultés relationnelles. Hein. On le voit avec les débats sociaux sur les vagues de haine qui se produisent comme ça, c'est très très anxiogène. Donc et c'est vraiment artificialisé, c'est-à-dire que des gens à 10 000 km vont faire un commentaire sur vous alors qu'ils vous connaissent absolument pas. Enfin, c'est pas dans la nature humaine, on va dire. Voilà. c'est sûr. Donc on est dans un schéma où il faut reapprendre à communiquer sur des bases normales, et le sommeil, c'est aussi une façon d'être un peu plus zen et donc de communiquer en étant détendu. C'est sûr. Et pour les personnes, par exemple, qui se réveillent en pleine nuit, qui ont du mal à dormir, vous recommandez les siestes? Alors non, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire Ok. que si vous faites une sieste dans la journée, vous allez re-remplir le réservoir. Donc vous allez attaquer votre nuit avec beaucoup moins de pression. Ok. Donc vous allez plutôt vous réveiller. Donc ce qu'il faut faire, c'est réduire le temps passé au lit, supprimer la sieste, qui va augmenter la pression de sommeil et qui supprime les éveils en milieu de nuit. C'est une thérapie qui a été décrite par Boutsin en 1974, qui s'appelle le stimulus control, et c'est vraiment un des principes de base des thérapies cognitivo-comportementales. Et pour monsieur, madame, tout le monde, les siestes, c'est déconseillé? Alors, il y a 3 types de siestes. Il y a j'en la ai dit sieste. 4. Voilà, alors vous direz la 4e après. Ouais. On verra, Ouais, ça se si, trouve, on verra si on est dans les mêmes ou pas. Alors, il y a un premier type de sieste qui est la sieste besoin, parce que vous êtes en manque de sommeil. D'accord? Et là, c'est une sieste, c'est comme si vous mangez une barre chocolatée quand vous faites un raid de 10 km dans la montagne. Vous avez besoin de remanger au milieu de la journée parce que vous avez les réserves à plat. Donc ça, c'est la première sieste indispensable. Après, il y a une deuxième type de sieste, c'est une sieste un peu d'habitude. C'est-à-dire, il y a des gens qui apprécient assez bien, après manger, s'ils n'ont pas la pression, de faire un épisode de sieste. Si vous n'avez pas de trouble du sommeil la nuit, il n'y a aucun problème. Ça peut même vous permettre de réduire un petit peu le temps passé au lit la nuit. Si vous voulez faire la fête, faire une sieste l'après-midi, c'est très bien. Et puis après, il y a les siestes compensatoires qui, malheureusement, justement, chez les gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit, sont perçus comme il faut absolument que je dorme, donc je vais récupérer la journée. Ça, c'est très, très, très mauvais parce que ça renforce le trouble du sommeil de nuit. Ah, donc, il faudrait se forcer. Donc, par exemple, je vais en boîte de nuit, je me couche à 4 heures, mais je me lève à 7h30. La journée est dure, mais il faut que je la tienne parce que sinon, je me décale. Alors, si vous êtes vraiment en dette de sommeil comme ça, là, vous pouvez faire la sieste parce que vous allez récupérer, parce que vous êtes massivement en dette. D'accord. Si par contre, vous êtes chez vous et que vous n'avez pas réussi à dormir malgré le fait que vous avez passé 8 heures au lit, là, il ne faut pas faire la sieste. Oui, il faut plutôt sortir. Et alors, c'est quoi la 4e sieste? Non, mais c'était ça. Je pense que dans les dernières, c'était entre 60 et 90 minutes, ça. Limite à un cycle dans la dernière que vous avez énoncée. C'est les très courtes, les standards, ou très courtes, 5-10 minutes, quoi, en gros éclair. Après, standard, c'est quoi? C'est 15 à 30 minutes. Puis après, il y a 60 et 90. Mais je pense que vous avez regroupé 60 et 90. Ouais. Enfin, le cycle complet. Après, là, c'est un autre truc. Hein. Je ne conseille pas forcément, mais j'avais repéré 4. Ouais, non. 90 minutes, ça produit une très, très grosse inertie du sommeil. Hein. Ouais, un C'est-à-dire, cycle, le matin, c'est. vous vous réveillez, Ouais. vous êtes très, très fatigué. Ouais, c'est sûr. Donc, non, 30 minutes, c'est bien. Après, vous Ouais. pouvez faire des siestes polyphasiques. Hein. Les gens, les navigateurs solitaires, ils font 2-3 siestes par jour. Ouais. Mais là, c'est vraiment extrême. Mais c'est un autre niveau. C'est pas des pour gens monsieur, madame, tout le monde. C'est Quoi. des gens qui dorment 4 heures la nuit. Quoi. C'est ça. Donc, c'est pas les mêmes choses. Nous, on Ouais, fait les des siestes. Hein. ça Pourtant, on aide dort beaucoup. bien la nuit, mais on peut. Enfin, pour nous, c'est pas possible d'abattre 10 heures de travail dans une journée sans s'arrêter. Donc, on a besoin de faire 20-30 minutes de sieste et hop, on est requinqué. Et après le déjeuner, c'est. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup. Enfin, ça demande pas beaucoup de temps pour après le réveil pour se remettre dans Alors, le jeu. Quoi. c'est très, très reposant. Moi aussi, quand je travaillais beaucoup, quand je faisais l'internat, je faisais des siestes Bah aussi. ouais. Et en plus, ça permet d'activer plein de fonctions positives. Donc, c'est C'est très ça. salutaire. Mais il faut pouvoir se le permettre. Hein. Tout le monde ne peut pas Oui, faire c'est ça. sûr. Et oui, on a la chance. Quand t'es à ton compte. Après, vous êtes jeune aussi. Vous verrez, plus on vieillit, moins la pression est importante. Donc, plus c'est difficile de faire des siestes. Ouais. Ouais, On forcément. profite de tout ça alors. Ok, donc sur toute la partie santé du sommeil,
On a vu pas mal de choses. On va peut-être plus basculer sur une partie où on va parler des maladies du sommeil, parce qu'effectivement, il y en a qui vont appliquer tout ce qu'on dit, mais qui vont pas réussir à dormir. Avant ça, on voulait votre avis sur ça. La Ourari, vous avez déjà essayé? Alors, je ne l'ai pas essayé, mais on a produit une revue de la littérature assez documentée de tous les dispositifs commerciaux pour les quantifier en termes de validation scientifique. Ouais. Donc, L'heure est grave. je ne peux pas faire de publicité pour les différents Oui. dispositifs, mais ce que je peux dire, c'est que certains dispositifs, dont la Oura, ont réalisé des études scientifiques, déjà, premier élément, et que les résultats des études scientifiques sont assez positifs, au moins pour déterminer la durée de sommeil. Ok. Voilà. Et après, nous, on fait énormément de recherches dans mon unité CNRS. Et il y a un enjeu que je vous livre, parce que je trouve que c'est un enjeu intéressant à discuter quand on est sur les réseaux sociaux, c'est la propriété des données. Ouais. Ah oui, Et- tiens, oui, c'est vrai et- que j'ai bien vu sûr. ça. Et donc, tous les dispositifs nord-américains envoient les données aux États-Unis. Donc, si vous portez des montres nord-américaines, vous voyez à peu près les J'ai marques. compris Ouais. la marque. Il y en a plusieurs et qui sont très très bien. En particulier Oui. pour les gens qui font Ok. du sport, il y en a qui sont Je l'ai aussi, encore celle-là. mieux. Ça part aux États-Unis. On a eu des échanges avec Oura, qui est une société européenne, qui nous a confirmé que les données étaient traitées dans les régions d'Europe où la bague était portée, mais Ouais. on n'a pas complètement réussi à savoir où c'était. Ça reste flou, je pense, ce monde. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous couplez votre bague à votre smartphone, l'intégralité des données collectées dans votre smartphone va être associée à ce qu'il y a dans votre bague. Donc en fait, techniquement, je vous donne un peu le twist pour court-circuiter. Si vous avez un smartphone avec une connexion Wi-Fi ou une puce indépendante qui est vide, vous pouvez porter n'importe quelle montre connectée, vous serez intraçable. Ouais. Si par contre vous associez l'application avec le dispositif connecté à votre smartphone personnel, il y a un Bien recroisement. Donc le choix, c'est ça. Voilà. Et c'est quoi les risques que quelqu'un en fait traque, par exemple, nos données de sommeil, qu'il puisse tout exporter, qu'il sache exactement combien on dort? Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on fait sur les réseaux, avec tout ce qu'on dit, on sait que dans tous les cas, nos données, elles sont utilisées. On parle d'un sujet, bizarrement, après, on a une pub sur le sujet. On est quand même écouté. Enfin, on sait que, même si les gens le disent que non, on est quand même un peu écouté. On sait que nos données vont un peu partout. Est-ce que ça a vraiment un impact qu'on sache ça? Alors, vous savez, les temps changent. Hein. Il y a des temps où c'était pas du tout une bonne idée qu'on connaisse votre origine ethnique, votre religion. Et ces temps-là, ils peuvent revenir. Donc, moi, j'engage toujours à la précaution. En tout cas, Bien sûr. En France, on est très, très protecteur avec le régime RGPD. Bien sûr. Et bon, par exemple, les principes de géolocalisation, des choses comme ça, moi, je pense que c'est quand même assez intrusif dans la vie privée. Quand vous utilisez Ah oui. des objets connectés, ils vous demandent, par exemple, est-ce que vous voulez être géolocalisé? Bon, Ouais, non, c'est Voilà. ça que je mets pas ça. Ouais, non. bon. Mais bon, c'est juste une réflexion à avoir, mais je pense que c'est important, ne serait-ce que pour défendre l'économie européenne, de dire qu'il y a une grosse culture différente entre Ouais, la c'est façon bien, dont c'est les bien, c'est bien. États-Unis capturent vos données et vous les reservent sur des modèles commerciaux. Bien Parce que sûr. quand même, le principe, c'est que votre téléphone, il vous propose d'acheter des choses Bien sûr. dans ces dimensions-là. Voilà. Mais après, le self-monitoring, on peut le faire. Nous, au CNRS, je fais un petit peu de publicité. Faites-le, parce que Gratuite, mon père voilà. bosse au CNRS en plus, Voilà. aussi, de Bordeaux. Donc, génial. Donc, on a développé une application qui est un agenda gratuit que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui vous permet d'évaluer vos rythmes de sommeil et votre régularité. Ok. Et on a aussi développé une application qui s'appelle Canopé avec un K, Ok. qui a été pas mal téléchargée. On en est à 55 000 téléchargements et qui permet de analyser votre sommeil, de faire une évaluation vraiment personnalisée de vos déterminants de sommeil et après de vous produire des recommandations pour améliorer votre sommeil. D'accord. Et on a montré qu'on a une efficacité extrêmement intéressante. On peut faire gagner 55 minutes de sommeil subjectif avec l'appli. C'est énorme. Donc on la recommande. On a 15 publications scientifiques internationales dessus. Voilà. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'application Canopé, elle vous demande subjectivement comment vous avez dormi. Oui, voilà, et peut-être en fonction de ce qu'on a fait dans la journée. La bague, montre, ouais. la bague ou les montres connectées, en fait, elles font une mesure objective. Or, 75% des gens
qui ont des plaintes de sommeil, en fait, c'est pas un problème de durée de sommeil, c'est un problème de perception de sommeil. Classique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous dormez, mais votre problème, c'est que vous ne percevez pas votre sommeil. Donc, en fait, cet objet-là, il va peut-être vous dire, pas de problème, vous avez dormi 6h30 hier soir, et vous êtes comme un dingue, parce que vous dites, non, mais attendez, n'importe quoi, j'ai dormi 3 heures hier. Ouais. Vous voyez? Donc, Ok. il faut aussi... Enfin, c'est très bien pour déterminer la régularité, la durée, dans une certaine mesure, des fois la qualité, vous voyez, par rapport à la fragmentation, mais c'est pas un outil à recommander chez les gens qui dorment pas bien. Ouais. C'est Non, nous, ça nous ce qu'on se permet. disait. En fait, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et nous, ça nous permet à chaque fois, chaque jour, de rentrer, ça s'appelle des tags, dire ce qu'on a fait dans la journée. Comme ça, à force, on sait que bizarrement, quand on fait ça, ça donne ça comme sommeil. Quand on fait ça, bah là, le sommeil, il est mieux. Et d'ailleurs, nous, on a remarqué que la digestion, bon, on le savait, hein, mais ça montre bien que dès qu'on mange tard et qu'on est sur la digestion, le sommeil, bah, on se réveille beaucoup plus dans la nuit. Du coup, en fait, ça nous permet à force de jouer sur la qualité de notre sommeil parce qu'on rentre des données et on sait que bah, quand on mange tard, on dort moins bien. Quand on se couche à une heure régulière, bah, on dort mieux. Et au final, on s'adapte comme ça. Mais après, c'est vrai que tout le monde n'est pas apte à faire confiance à la bague et bien faire les choses. Ouais. En tout cas, pour l'instant, on est content. Ouais. Donc, c'est trop cool d'avoir votre avis sur ça. Basculons un petit peu plus sur tout ce qui est maladie du sommeil, parce que comme il existe l'obésité, le diabète, bah, il doit bien exister des maladies du sommeil. Est-ce que il y en a 2-3 qui sont les plus connues, les plus répandues en France? Ouais, une très connue, c'est l'insomnie. Donc, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire le défaut de perception du sommeil qui est lié à une hyperactivation cognitive. Il y a des gens qui ont un hyper-éveil, donc ils ont du mal physiologiquement à percevoir leur sommeil. Il y a des gens aussi qui ont donc un problème d'interaction par rapport à des boucles anxieuses. Et donc, ils vont majorer leur anxiété nocturne et ça va renforcer la plainte de sommeil. Il y a d'autres maladies de découverte plus récentes qui sont des maladies qui sont en particulier liées à la respiration. Le syndrome d'apnée du sommeil, ça c'est une maladie très très fréquente, ça touche 5 à 8% de la population. En fait, quand vous vous endormez, vous perdez le tonus musculaire des voies aériennes, votre langue bascule en arrière, et donc vous avez tendance à avoir une obstruction. Et pour lever cette obstruction, il faut vous réveiller quelques microsecondes et remettre un coup de tonus pour respirer. Donc en fait, vous n'arrêtez pas de faire éveil, sommeil lent léger, éveil, sommeil lent léger. Vous n'arrivez pas à approfondir le sommeil lent profond. Et donc vous créez ce qu'on appelle une dette sélective de sommeil. C'est-à-dire que même si vous dormez 8 heures, sur les 8 heures, vous ne ferez jamais de sommeil lent profond. Et c'est ça qui provoque la somnolence dans la journée. Donc en plus de la quantité, la qualité du sommeil est importante. Et c'est là où les stades de sommeil, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal, ont leur importance parce que si vous n'arrivez pas à décomposer à travers vos cycles de sommeil tous les différents stades de sommeil, vous allez créer cette dette sélective. Donc ça, c'est très fréquent. En plus, ça crée une inflammation de bas grade que vous connaissez bien en tant que nutritionniste. Donc, il va renforcer les facteurs de risque de dépression, les facteurs de risque métaboliques, cardiaques. Donc, c'est une maladie vraiment qui impacte tous les organes. Et c'est une maladie qu'on traite avec des machines pour ouvrir les voies aériennes, des machines qui soufflent l'air dans le nez ou des orthèses, des protège-dents qu'on met dans la bouche. C'est très fréquent. Il y a 1,5 million de malades à Paris et en France. Donc, ça, c'est une maladie très, très répandue. C'est énorme. Puis, il y a des maladies plus rares. On a un centre de référence pour les hypersomnies. Ça, c'est la narcolepsie et l'hypersomnie. C'est des maladies assez incroyables. C'est-à-dire, c'est des gens qui tombent endormis, qui ont des chutes musculaires. Là, c'est un processus auto-immun qui va détruire des cellules spécifiquement dans le cerveau et qui fait que vous n'avez plus des cellules du système d'éveil. Ah oui. Donc, en fait, ce n'est pas un problème de pression de sommeil, c'est un problème de capacité à maintenir l'éveil. Voilà. Et donc, vous êtes éveillé, puis tout d'un coup, poum, vous tombez endormi sans prévenir. Ouais, d'un coup. Et vous dormez 5-10 minutes, puis vous vous réveillez immédiatement, vous repartez, et puis 2 heures après, vous retombez comme ça. C'est hyper dangereux. Ouais. Et il y a des maladies où vous avez aussi sans forcément s'endormir, des chutes du tonus musculaire, c'est-à-dire que c'est des intrusions partielles de sommeil paradoxal dans la journée. Donc ça s'appelle des attaques de cataplexie. C'est un des signes cardinaux de la narcolepsie cataplexie. Donc là, au décours d'émotions, quand on a des rapports sexuels, poum, on tombe paralysé. Donc c'est assez gênant dans la vie. Ouais, voilà. Et après, il y a tout un tableau complexe. Ils peuvent avoir des hallucinations au moment de s'endormir, au moment de se réveiller. C'est des maladies très complexes, malheureusement très peu connues. Donc ils mettent en gros 10 ans à être diagnostiqués, les malades.
plutôt femmes jeunes, début de la maladie, femmes jeunes 18-20 ans, ou plutôt hommes à partir de 50 ans. Et donc, il y a des centres de référence spécialisés. Donc, si vous avez des amis comme ça qui sont extrêmement somnolents ou qui peuvent tomber endormis, ça, c'est des pathologies qu'il faut vraiment adresser au corps médical parce que là, ça relève vraiment de traitement. Justement, j'avais demandé, parce qu'il y en a qui, dès qu'ils vont dans les transports, boum, ils s'endorment. Dès qu'ils s'assoient, ils s'endorment. Est-ce que du coup, là, ça vient vers la maladie ou c'est plus vraiment un manque de sommeil ou de qualité du sommeil de la nuit? Je pense qu'en termes de fréquence, actuellement, il y a à peu près 30% des Français qui dorment moins de 6 heures. Donc, je pense que dans le bus, c'est plutôt des gens qui sont en dette de sommeil. Mais il y a quand même il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a 1,5 million de malades qui sont appareillés pour le syndrome d'apnée. Et on estime qu'il y a probablement aux alentours de 6 à 8 millions de malades en France. Vous voyez, donc il y a un pourcentage de gens encore non diagnostiqués et non traités extrêmement important. Ouais. Après, l'autre point important, c'est que les gens se polarisent beaucoup sur la fatigue, alors que nous, ce qu'on traite, c'est plutôt de la somnolence. Ça, ouais. Donc c'est un élément un petit peu différent. J'explique en 2 mots. Allez-y. Voilà. Donc la fatigue, c'est la difficulté croissante à maintenir une tâche, avec à terme un effondrement des performances. Ouais. Et le traitement, c'est le repos. La somnolence, c'est l'incapacité à se maintenir éveillé, avec également à terme un effondrement des performances. Aussi. Mais le traitement, c'est le sommeil. Donc en fait, c'est très important de différencier les deux parce qu'il y a la majorité des gens qui viennent nous voir en consultation, par exemple, ils nous disent « je suis crevé ». Oui. Or, en fait, nous, on a des questionnaires spécifiques en disant « oui, mais quand vous êtes crevé, si on vous pose quelque part, vous vous endormez ou pas ?» Et c'est ça qui permet de déterminer s'ils souffrent de somnolence diurne excessive ou ils sont simplement crevés. D'ailleurs, D'ailleurs, ça me fait penser que la première cause d'accident en France de voiture, c'est les gens qui s'endorment au volant. C'est pas la première cause. C'est une des plus importantes. C'est la première sur les autoroutes, oui. Et c'est malheureusement encore une cause fréquente. Oui. Ah oui, c'est fou. C'est-à-dire que vous prenez encore aujourd'hui des patients en consultation? Vous? Alors, de façon tout à fait surprenante, j'arrive encore à faire fonctionner mon cerveau et à traiter des malades. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec tout ce que vous faites, vous aurez pu vous dire, maintenant, je me focus sur autre chose. C'est ça que je voulais dire, évidemment. Non. Je pense que la première chose et la première activité déterminante et primordiale pour un médecin, c'est de conserver, de poursuivre une activité clinique le plus qu'on peut. Ouais, d'accord. Donc, je vois 800, 900 malades par an encore. Ah oui. Et donc, hebdomadairement, on traite des malades et on les suit régulièrement, effectivement. Et alors, c'est compliqué parce que quand j'étais jeune, j'avais moins de responsabilités, donc je pouvais voir encore plus de malades. Mais on voit, et en particulier, surtout, maintenant, la médecine, c'est un travail collectif, c'est pas un travail individuel. Donc, on a une équipe où on a une dizaine de médecins, on fait des recommandations partagées, on fait des réunions de concertation qui nous permettent de partager nos avis sur des cas complexes. Donc, on a vraiment une pratique très documentée au CHU et aussi dans les centres de référence ailleurs en France et dans les services universitaires. C'est bien, c'est important. Et je rebondis parce que tout à l'heure, on a parlé de sommeil profond, paradoxal, mais on n'a pas trop expliqué. Je vous laisse faire peut-être avec vos mots. Vous aimez bien le sommeil paradoxal. Non, profond, paradoxal. Non, mais alors, pourquoi ça s'appelle paradoxal, par exemple? Pour le rêve, normalement, on dit que c'est la phase de rêve, de créativité. Enfin, là, Non. Alors, les Américains sont des phénoménologistes. C'est-à-dire, les phénoménologistes, par exemple, ils vont dire Meryl, c'est une jolie, voire très jolie, rousse, aux yeux bleus, d'à peu près 25 ans. Ça, c'est la phénoménologie. D'accord? Et les Français, ils diraient plutôt Meryl, c'est le contre-pied de Flavio qui amène le débat et la complémentarité. Alors, aux États-Unis, le sommeil paradoxal, ça s'appelle Rapid Eye Movement Sleep, sommeil à mouvement oculaire rapide. Pourquoi? Parce que quand ils ont enregistré les malades, ils se sont rendus compte qu'au milieu de la nuit, ils avaient les yeux qui bougeaient très rapidement. Okay. Et ils étaient très surpris. Et les Français, en même temps, ont fait la même découverte, sauf qu'eux, ils se sont rendus compte que les gens étaient extrêmement profondément endormis et que quand on regardait l'électroencéphalogramme, l'EEG ressemblait à de l'EEG de veille. Okay. Et donc, ils ont dit, c'est très paradoxal.
Et donc, ils ont appelé le sommeil paradoxal parce que l'état d'activation cérébrale est paradoxal par rapport à l'état comportemental. D'accord, ok. Voilà. D'où l'origine. Du nom. Mais après, ça fait pas les mêmes choses. Enfin, c'est pas les mêmes états. C'est exactement les mêmes états. C'est-à-dire, le REM sleep, c'est le sommeil paradoxal. Ok. Et donc, c'est un sommeil assez mystérieux. Ça a été découvert en même temps en France et aux États-Unis, Bill Dement et Michel Jouvet. Et en fait, on n'a pas encore réussi à percer le mystère du sommeil paradoxal. C'est-à-dire, on ne sait pas à quoi sert le sommeil paradoxal. C'est le sacré graal des médecins du sommeil. On ne sait pas à quoi ça sert. On a des hypothèses. On pense que probablement, ça peut servir à consolider la mémoire affective. Ouais. Mais on n'a pas d'éléments déterminants qui prouvent ça. On sait très bien maintenant que le sommeil lent profond, c'est le sommeil le plus important pour la création de réseaux neuronaux, pour l'apprentissage, pour la production de certaines hormones, comme l'hormone de croissance, par exemple, qui est très utile, en particulier pour les sportifs et les enfants. Mais le sommeil paradoxal, malheureusement, on ne sait pas encore complètement à quoi ça sert. Ouais, c'est fou. En fait, c'est que des hypothèses sur le paradoxal. La science, d'abord, c'est une activité de doute, la science. Les gens interprètent la science comme une activité de certitude, mais en fait, un bon scientifique, c'est plutôt quelqu'un qui remet tout le temps en cause les choses. Bon. Bien sûr. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que, par exemple, les malades narcoleptiques qui ont un problème de sommeil paradoxal, puisqu'ils ont une fragmentation du sommeil nocturne en paradoxal et ils ont des attaques de sommeil paradoxal dans la journée, quand on les enregistre, ils tombent en sommeil paradoxal dans la journée, ce qui est complètement anormal. Eux, ils ont des éléments très importants de comorbidité psychiatrique et ils font beaucoup de cauchemars la nuit. Donc en fait, ils activent beaucoup ce qu'on appelle le système limbique, qui est, vous savez, le circuit qui va vous permettre de reconnaître l'odeur corporelle de votre compagne, le goût de la madeleine de votre grand-mère. On voit très bien. Donc toute cette boucle-là de mémorisation et de maintien de mémorisation affective, elle pourrait passer par les circuits du sommeil paradoxal. Et donc ça servirait à engrammer certains comportements, en particulier les comportements qui sont en relation avec les affects. Ok. Donc en fait, le mieux, c'est d'avoir un maximum de sommeil profond pour récupérer au mieux. Parce qu'on dit que la moyenne en France, c'est 1h30. C'est pas beaucoup quand on dit qu'il faut dormir entre 7h et 9h par nuit. Non. Le sommeil profond, c'est à peu près 25% de la nuit. Le sommeil paradoxal, c'est 20%. Donc vous regardez, si vous faites une nuit de 8 heures, si vous avez 90 minutes de sommeil lent profond, ça va, c'est tout à fait raisonnable. Ah, il y en a beaucoup qui y sont pas. Hein. Ah oui, moi, je suis même plus. Non, mais il y en a beaucoup, ils ont du mal à dépasser l'heure, quoi. Ouais. Oui, mais je pense qu'il vaut mieux garder un principe de durée totale de sommeil. C'est un bon élément de référence. Bien sûr. On a plus de chances d'atteindre cette... Parce qu'après, ces déterminants-là, ils sont aussi codés par des éléments génétiques. Donc, raisonnablement, on ne peut pas dire il vous faut 65 minutes de sommeil lent profond par nuit. Par contre, si vous bornez en disant moins de 7 heures, c'est dangereux, là, on est bon. Oui, parce qu'on sait que sous 7 heures, on a moins de chances d'atteindre un bon taux de sommeil profond, quoi. Ouais, c'est surtout qu'on va avoir une pression de sommeil qui ne va pas être récupérée au cours de la journée. Donc, on va cumuler une dette de sommeil. Alors, on va vivre avec une pression importante de sommeil. Et du coup, on a vu un peu quelques maladies du sommeil. Est-ce qu'il existe des maladies qui, à l'inverse, peuvent nous permettre de dormir que 3 heures et être en pleine forme? Parce que dans le milieu entrepreneurial, nous, on en connaît plein. Ils disent, moi, je dors 3 heures, je pète la forme. 9 fois sur 10, les mecs, c'est juste qu'ils sont sous adrénaline, ils ne se rendent pas compte. Mais il y en a 2 auxquels je pense, qu'on a rencontrés. Ce sont des machines de guerre en termes de travail. Ils dorment 3 heures, ils ont 50 ans, ils dorment 3 heures par nuit depuis toujours. Est-ce qu'il y a un gène qui permet de faire ça ou ils sont juste complètement sur la Lune? Alors, 3 heures par nuit, ça n'existe pas. C'est ce qu'ils disent. Oui. Mais il y a plein de gens qui disent plein de choses. Et puis on se rend compte après que non, c'est pas moi, pas du tout. Elles mentent toutes d'ailleurs. Il y en a 67, vous voyez. Bon. L'humain, et en particulier l'humain masculin, a tendance allez, tout de suite, à l'ego. À surestimer ses performances. Donc, 3 heures par nuit, c'est à peu près certain que c'est impossible. À partir de 6 heures en continu, c'est assez rare. Par exemple, sur les études épidémiologiques, je crois que c'est à peu près 1% de la population qui dort 6 heures par nuit sans aucune conséquence. 1%. Ouais. Ah ben voilà, oui, déjà, c'est boum, très rare. 6 heures. Voilà. Et donc 4 heures,
Impossible. Impossible, on est d'accord. Bon, ça va. Mais après, alors d'abord, on peut mettre son corps en stress. Hein. Il y a des gens qui sont anorexiques, il y a des gens qui sont en dette chronique de sommeil. Hein. Et puis, il y a aussi un schéma social et mental où, par exemple, des hommes politiques vous expliquent que dormir 4 heures, non problème. Puis d'un coup, on se met à avoir plein de cheveux blancs, tout ça. Ouais. À 30 ans, c'est surprenant quand même. Mais non, mais pas de problème. Mais c'est ça, c'est que. 4 heures, c'est bon. Non, mais comme on l'a dit, je pense que les gens, ils sont sous l'adrénaline, ils disent, oh, on est jeune, on est fort, mais passé un âge, après, ils vont se rendre compte que, bah. Alors, ils vont le c'est regretter. assez intéressant parce que la privation de sommeil, c'est. Je crains que ce ne soit pas forcément âge dépendant. Il y a des gens de 50 ans qui sont aussi en dette de sommeil. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est pas étonnant. Ben non, mais c'est vrai. Et puis, peut-être qu'il y en a qui mentent et aussi qui ne se rendent pas compte de combien ils dorment. Et on en connaît un qui avait ce discours, je dors 3 heures par nuit. Il a quoi, 35 ans. Et la semaine dernière, là, il a fait une sorte de malaise en pleine rue comme ça. Et on lui dit, tu penses pas que ce serait temps de dormir un peu plus? Non, ça va pas trop en ce moment. Ouais, mais ça fait 15 ans que tu dors plus. Donc on lui fera écouter le podcast. Ouais. Mais justement, le fait de manquer de sommeil, ça peut aussi amener à des maladies quand même assez courantes. Est-ce qu'on peut en parler de ça ou... Alors, le manque de sommeil, donc, ça perturbe le fonctionnement de tous les organes. Ouais, c'est pour ça. Donc, on a identifié une liste, justement, de pathologies. Cette liste s'allonge au fil des recherches. Donc, un des éléments très importants qui a été publié par une chercheure que j'aime beaucoup, qui est une chercheure belge installée aux États-Unis, à Chicago, Eve Van Cotter, elle a montré que quand on se met en dette de sommeil, on devient insulino-résistant. Et voilà. Ça veut dire qu'on empêche le sucre de rentrer dans les cellules, et donc on prend du poids et ça favorise l'obésité. Donc ça, c'est un élément majeur. Un autre élément, c'est que la dette de sommeil, ça aggrave l'inflammation de bas grade. Donc ça favorise la rigidité des vaisseaux. Ouais. Et ça peut agir aussi sur l'inflammation centrale. Et l'inflammation centrale, maintenant, c'est assez identifié dans certaines maladies comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Ouais. Donc, il y a un élément important qui explique justement les conséquences. Et après, de façon plus récente, et nous, on a fait une publication en 2022 là-dessus, où on a demandé aux gens qui venaient se faire dépister pour le Covid comment est-ce qu'ils avaient dormi dans le mois avant le test, et on a regardé la positivité du test ensuite, à un mois. Et ce qu'on a montré, c'est que les gens qui dormaient moins de 6 heures, ils avaient 2,5 fois plus de chances de contracter le Covid que les gens qui n'avaient pas dormi. C'est lié au système immunitaire qui était plus faible. Ouais, donc il y a une altération du système immunitaire qui est... dépendant, entre autres, de la quantité de sommeil. Donc, ça impacte vraiment absolument tous les organes. C'est pour ça que c'est extrêmement important de privilégier une bonne durée de sommeil, parce que c'est un élément, un garant de la santé. Et même nous, dans notre communication, pour nous, le sommeil, c'est le pilier le plus important. Parce que justement, vu que ça régule tellement tout, après, ça peut aider à mieux manger. Justement, on prend moins de poids, on a plus d'énergie pour faire du sport et tout. Donc, pour moi, pour nous, le sommeil, c'est vraiment la base. Et puis après, bien évidemment, il y a l'alimentation, l'environnement, le sport. Mais si on n'a pas un bon sommeil, après, derrière, c'est compliqué. Hein. Je pense que le sommeil, il faut le voir de deux façons. C'est une fonction physiologique fondamentale, assez adaptative quand même. Bien sûr. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut quand même un peu jouer dessus. Mais c'est aussi, surtout, nous, c'est ce sur quoi on communique, c'est que c'est un marqueur incroyable de stress organique ou psychologique. C'est-à-dire que si vous commencez à pas bien dormir, c'est vraiment un signal. C'est très embêtant. Il faut le prendre en compte. Ouais. Surtout que je trouve que de plus en plus jeunes, les gens ont des problèmes de sommeil. Et ça, je trouve que c'est encore plus embêtant parce qu'on est censé bien dormir quand on est jeune. On n'est pas censé avoir des stress de la vie, on a moins de responsabilités. Et je me dis, quand je vois des jeunes qui sont de plus en plus dépressifs, anxieux, stressés, on se dit qu'il y a un vrai souci, quoi. Après, ça peut être lié aux réseaux sociaux aussi, ou c'est anxiogène, mais c'est vrai que c'est... nous, ça va, mais je me dis, il y a des jeunes, c'est très, très compliqué. Effectivement. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué avec toutes les recherches que vous faites, que l'âge des problèmes de sommeil avance peut-être par rapport à... Non, parce qu'il y a toujours plus de problèmes de sommeil chez les populations âgées que chez les jeunes, quand même. Par exemple, sur l'insomnie, l'âge et le sexe féminin, c'est les deux facteurs explicatifs les plus importants de la plainte insomniaque. Okay. Mais il y a une éco-anxiété, il y a un phénomène de stress chez les populations jeunes occidentales
qui est en train de s'amplifier et qui n'est pas retrouvé forcément dans toutes les autres populations. Le World Happiness Report, d'ailleurs, en fait état là, et montre bien qu'en fonction, les jeunes ne sont pas égaux selon les endroits et en particulier selon les pays et le développement des pays. Ok, parce que vous pensez pas que les études sont aussi... Enfin, je me dis peut-être que si c'est plus des personnes un peu plus âgées qui comment dire, comment on appelle ça? Qui font les études. Ouais, Qui sont testés. Oui, voilà, qui sont testés, qui constatent un manque de sommeil. Ça, du coup, forcément, les études sont plus rapprochées sur la corrélation entre les personnes plus âgées et le manque de sommeil. Peut-être que les jeunes se plaignent moins du manque de sommeil et que du coup, sur les études, on le ressent moins. Non, parce qu'on fait les mêmes études sur toutes les tranches d'âge. Ok. Non, je pensais que c'était par rapport aussi aux personnes qui pouvaient potentiellement plus se plaindre, que du coup, la corrélation était plus importante. Ok. Là, j'avais une dernière petite question. Après, on a un petit jeu à vous faire. Qu'est-ce que vous pensez des théories qui disent que, par exemple, on a brièvement abordé tout à l'heure, les hommes seraient plus du soir, les femmes plus du matin, qui dit que, par exemple, c'est parce que à la préhistoire, les hommes veillaient sur le camp le soir. Est-ce que ça, c'est complètement du bullshit ou des milliers plutôt, d'années d'évolution peuvent expliquer que, par exemple, les adolescents sont plus du soir parce qu'ils veulent s'émanciper de leurs parents, ou est-ce que c'est rien à voir avec le principe évolutif? Alors, c'est très très compliqué. On pourra jamais vérifier. Non, c'est vraiment très compliqué d'avoir des mesures représentatives anthropologiques des populations, en particulier des populations préhistoriques. Je crois que les données à peu près les plus consolidées, c'est les données génétiques, par exemple sur les éléments de reproduction. Mhm. Là, on a des données extrêmement consolidées qui montrent que, en fait, il y avait un taux d'échange de partenaires très très élevé. Ok. Probablement pour augmenter la fertilisation des femmes. C'est-à-dire que c'était une mesure protectrice de l'espèce. C'est-à-dire que si un homme était infécond et s'il avait plein de compagnes, c'était catastrophique parce qu'en fait, les lignées s'arrêtaient. Alors que si les femmes avaient des rapports avec plein d'hommes différents, statistiquement, comme elles ne peuvent pas changer parce que c'est elles qui portent les enfants, ça augmentait la probabilité de maintenir le groupe, quoi. Okay. Et c'est qu'à partir du moment où les relations de pouvoir sont apparues, que le chef de clan avait plein de femmes, vous voyez, ou que les principes religieux disaient « je vais avoir 8 femmes », vous voyez. En fait, génétiquement, quand on a recroisé statistiquement les éléments, on s'est rendu compte qu'en fait, les femmes avaient beaucoup de partenaires. Okay. Donc, mais après, pourquoi, dans quel contexte? Probablement aussi parce que les gens partaient chasser, ils se faisaient tuer, les femmes prenaient un autre partenaire, enfin... Voilà, donc après, les éléments comportementaux sur le mode de vie, honnêtement, je n'ai pas d'éléments suffisamment robustes scientifiques pour déterminer ces éléments-là. Ok, donc trop compliqué de faire une corrélation entre les deux. Pour l'instant, on n'a pas de données qui permettraient de justifier ça. Et les typologies, les différences typologiques entre les hommes et les femmes, elles sont... Bon, c'est tendanciel, mais c'est pas quand même démentiel, quoi. Il y a un décalage peut-être d'1h30. Mais bon, il y a aussi chez des femmes du matin, des femmes du soir, des femmes de l'après-midi. Il y a toujours des exceptions, bien sûr. Donc, les trois typologies, les trois chronotypes sont présents à la fois chez les hommes et chez les femmes, mais en fonction de l'âge, ils sont un petit peu décalés. Ok. On passe au petit jeu? Ouais. Ok, alors on vous explique le petit jeu. Très simple. On a, 15 petites questions. Et vous devez répondre par oui ou par non. D'accord. Après, vous pourrez revenir sur la question que vous voulez pour expliquer. Expliquer. C'est frustrant de dire juste oui ou non. D'accord. Mais c'est le jeu, c'est juste voir un peu vers quoi on tend. Puis après, comme il a dit, on pourra réexpliquer. Et il y a une question, vous avez le droit à Joker. D'accord. C'est même là, en relisant les questions, je me dis, il y a tellement de sujets encore à aborder. Vos sujets sont vraiment passionnants. Je pense qu'on devrait vous mettre sur TF1 à 20h pendant une heure. Non, mais il y a tellement en plus. Parce que nous, on voit ce que les gens font pour le sommeil. Il y a une question sur ça, justement. Des fois, on se dit, mais pourquoi vous ne revenez pas au basique comme vous l'expliquez? Donc, tu démarres? Allez. Les glucides le soir aident à dormir. Faux. Faire l'amour aide à mieux dormir. Vrai. Les siestes devraient être indispensables. Faux. Le sommeil est la chose la plus importante pour la santé. Faux. Est-ce qu'on peut rattraper le sommeil perdu? Vrai.
Est-ce que les grasses matinées sont inutiles? Faux. Dormir avec du scotch sur la bouche est utile. C'est dans mon joker. Je pense à quelque chose, mais je n'ai pas le droit de le dire. Dormir avec quelqu'un perturbe notre sommeil. Oui. Une supplémentation en magnésium aide à mieux dormir. Vrai. Faut-il avoir des routines strictes pour bien dormir? Oui. Faire du sport aide à mieux dormir. Oui. Le manque de sommeil est dû à une mauvaise organisation des personnes. Oui. On devrait avoir des cours sur le sommeil. Oui. Est-ce que la douche froide aide à dormir? Oui. Et du coup, le sommeil profond est plus important que le paradoxal. Joker. Fallait que ça tombe sur toi cette question. Oui. Pourquoi le scotch, ça vous a fait réagir? Parce que C'est une un- tendance. Hein. C'est un truc qui revient souvent, ça, le scotch sur la bouche pour respirer qu'avec le nez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Des souvenirs passés. Mais non, le scotch, c'est une mauvaise idée. Mais Ok. des fois, ça empêche les gens de parler la nuit. Donc, ça peut aider au conjoint à dormir. Ah oui. Ah bah oui, si tu parles dans ton... Moi, je ton- parle la nuit, apparemment. Oui, toi tu parles. Est-ce qu'il y a une question sur laquelle vous voulez rebondir? Alors, il y en a plusieurs. Peut-être J'imagine. on va prendre la douche chaude. Ouais. Allez, ouais. La douche froide, il faut expliquer un petit peu plus. Mm. Ce qui aide à dormir, c'est de refroidir son corps. C'est ça. Donc, ce qui aide à dormir, c'est une douche froide longue, qui est très désagréable. Ah oui, Mais il faut prendre une douche froide au moins 15 minutes pour vraiment Ah oui. refroidir son corps. l'horreur. Parce que si on prend une douche froide courte, en fait, on vasoconstricte et quand on sort de la douche, on est beaucoup plus chaud. Mais est-ce que le corps va vouloir se réchauffer très vite pour pas avoir... Non, parce que quand vous prenez une douche froide, ce que vous faites, c'est que vous contractez vos Bah oui. vaisseaux, le sang passe plus dans la peau, C'est ça. et donc c'est un phénomène de réchauffement. Mm, mm. Par contre, si vous le faites très longtemps, après, ça abaisse complètement l'ensemble de votre corps, et là, ça vous refroidit. Vous avez déjà fait 15 minutes de douche froide? J'ai essayé. Ouais, ça doit être dur. C'est très désagréable. Et tout ce qui est sauna, hammam, parce que ça, c'est vrai que ça relaxe beaucoup, et du coup on se réchauffe. Donc faut pas faire ça le soir, mais en Non. même temps, si on fait ça le matin, bah après on est KO pour la journée. Et il faut le faire en milieu d'après-midi. Ouais. Ok. Ok. C'est quand même des pratiques assez stressantes. Et au niveau vasculaire, tout ça, c'est pas très bon pour les réseaux veineux. Au niveau cardiaque, ça quand même, ça fait un stress cardiaque. C'est des pratiques un peu particulières, quoi. Même si c'est des courtes durées, parce que le but, c'est pas de rester 20 minutes dans le sauna, mais juste si on fait des petits, je sais pas, 5-10 minutes, après on se... Comme les sportifs de haut niveau, quoi. Ouais, pour la Ouais, récupération. ben, si quoi. on est jeune, ouais, on peut faire ça. Mais bon, c'est pas quand même un truc hyper top, je pense. Ok. En particulier Parce que- chez les gens vulnérables. Ah, ça, j'ai envie de dire. Parce que nous, on fait ça, et franchement, moi, je trouve que ça aide à dormir. Enfin, en fin de journée, on aime bien. Et pour Moi, le justement hammam, ça me- pour se détendre et tout. terminé Et... pour moi. Ouais. Ben, je pense qu'on a vu pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez aborder en particulier, un thème qui vous semble important Peut-être le plus important à rappeler, c'est vraiment la santé du sommeil. Et c'est un peu le fil conducteur de mon livre Réapprendre à dormir. C'est-à-dire le jet lag social, c'est-à-dire le principe vraiment de se lever tôt en semaine en se couchant tard et de rebondir le week-end en décalant son horaire de lever. Ça, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer à nos auditeurs. C'est une très mauvaise idée. Donc, on peut jouer d'une heure. Par exemple, on peut se lever 1 heure plus tard le week-end. Mais l'idée, c'est vraiment, il faut essayer de préserver au maximum la régularité parce que ces pratiques-là de jet lag social, ça favorise énormément le mécanisme d'entrée dans d'autres problèmes, en particulier le problème de la dépression. Donc, on parlait du stress, on parlait des plaintes de sommeil. Je pense que un bon message, c'est de dire la santé du sommeil, c'est la régularité. Et donc, c'est le sous-titre de mon livre. Ok, mais du coup, parce que dans le On petit mettra jeu... les liens en description. Ouais, juste je rebondis dans le petit jeu, quand on a dit les grasses mat sont inutiles, vous avez dit faux. Bah, si vous êtes en dette massive de sommeil, Trop c'est de- quand même mieux de Ouais. récupérer. Mais là, vous avez des questions à Bien 1000 sûr. réponses. Ouais, non, c'est sûr. Et autant il existe des médecins généralistes, des diététiciens, des nutritionnistes, quand on dit aux gens, t'as des problèmes de sommeil, va voir un professionnel du sommeil, très souvent, ils savent pas où s'orienter. Où est-ce qu'on s'oriente?
quand on a vraiment des problèmes de sommeil, qu'on veut en parler à un professionnel comme vous? Alors, justement. dans le livre Réapprenez à dormir, et ainsi dans le compte Instagram et TikTok du professeur Philippe, pr.philippe. Je suis abonné. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup. C'est comme ça Il que y, a, je vous ai il y a- contacté. il y a le lien, on a mis plusieurs liens utiles. On a le lien de nos applications, Canopé, l'agenda, mais on a aussi mis le lien de la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Et il y a plus de 80 centres en France qui sont accrédités. Ah, quand même. Donc, il y a des centres C'est bien. d'experts de médecine du sommeil qui peuvent vous prendre en charge. Donc, il C'est ne faut ça. pas hésiter à Ok. consulter la liste. Et ils recouvrent tout le territoire français. Donc, vous aurez sans problème un correspondant. Ok, ouais, c'est important de le rappeler parce qu'encore une fois, nous, on donne des conseils un peu généraux pour améliorer, on fait de la prévention, comme on a dit. Mais c'est important de rappeler que il y a des professionnels vraiment très experts dans un domaine. Et quand il y a des problèmes, notamment le sommeil aussi important, c'est vraiment important d'aller voir des gens qui sont très compétents et qui peuvent vraiment aller à la source du problème et pas régler un peu en surface. Et l'autre point important aussi qu'on a réussi à créer après de nombreuses années de combat, et c'est d'ailleurs une démarche que j'avais initiée à l'époque quand j'étais président de la Société française de médecine du sommeil, c'est on a réussi à créer une formation spécialisée transversale. C'est-à-dire qu'il y a une surspécialité médicale maintenant en France depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, qui permet de former des médecins du sommeil. Donc, en étant pneumologue, neurologue, ORL, psychiatre, vous faites une année de plus de formation et vous devenez médecin du sommeil. Ah, c'est bien. Donc, dans les années à venir, on aura de plus en plus de médecins du sommeil accrédités. Quelle bonne nouvelle. Ouais, c'est super bien ça. Non, mais c'est vrai. Non, vraiment, bonne nouvelle. Et c'est que les médecins qui peuvent faire ça? Ah oui, c'est encore une formation pour les médecins. Ok. Ouais. Non, ça pourrait être intéressant que des personnes puissent se former. Genre un TU nutrition, mais version Ouais, sommeil. genre quoi. nous, Ouais, se ouais. faire un truc poussé. Bah, tu lis les livres du professeur. On mettra tous les liens en description. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Ouais. Donc, on mettra votre Insta, votre livre et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir. Bah, Merci à vous, franchement. On pourra trop faire cool. une V2 dans quelques années quand il y aura encore plus d'études, de recherche, parce qu'il y a tellement de sujets encore qui pourraient être abordés. Donc, merci. Bon sommeil à vous. Eh ben, Ouais. merci. Ouais, c'est vrai que bonne nuit à tous. Hein. C'est ça. C'était Corps Esprit, épisode 24. Professeur Philippe, Meryl et Flavio. À très bientôt, mercredi prochain, 19h. Ciao les amis.